Growth Advisor, c'est que le début d'une partie de ton métier qui va faire qu'en fait tu te spécialises plus dans un truc ou dans un autre. T'es la personne qui doit parler à tout le monde. T'es la personne qui doit parler à la team qui exécute, tu dois la personne qui doit parler à tous les gens qui vont être des bloqueurs, parce qu'il y en aura, et tu dois parler aux gens qui vont devoir débloquer des bloqueurs. Nous, notre but, c'était de parler aux stakeholders pour leur dire, écoutez, on va avoir des problèmes. Vous nous avez payé, je sais pas combien de milliers d'euros pour qu'on coach votre team, et là, on peut pas exécuter. Vous saurez jamais quand est-ce que vous pourrez le faire. Si vous attendez de vous dire, ah, c'est bon, je suis assez fort, ça arrivera jamais, quoi. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les grosses keynotes propulsées par le Gros Event. Pour rappel, le Gros Event, c'est le premier salon en France qui vulgarise le gros pour le rendre accessible à tous, peu importe votre métier dans la tech. Les places sont 100% gratuites mais en quantité limitée, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Growth Event. Let's grow together. Bonjour à tous, vous êtes dans les grosses keynotes propulsées par le Gros Event. Et aujourd'hui, dans notre grosse keynote, on est avec Jean Bonenfant. Bonjour Jean, en tout cas un grand merci d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui. Peut-être juste avant de te donner la parole, te présenter à ceux qui nous écoutent, si jamais ils ne te connaîtraient pas jusqu'aujourd'hui. Tu as été copywriter dans le passé, tu as travaillé dans la publicité, tu as travaillé chez GrowTribe en tant que Head of Growth, quand d'ailleurs j'ai étudié en même temps chez GrowTribe. Tu as après été Growth Advisor pour diverses sociétés, tu as travaillé chez Trady, chez Presil. Peut-être pour commencer directement, c'est quoi le champ d'action d'un Growth Advisor en général? Alors, c'est une bonne question dans le sens où c'est pas une bonne question. Dans le sens où... Non, mais c'est une bonne question parce que c'est une question que tu dois te poser si jamais tu dis, OK, je vais me poser en Growth Advisor, encore plus si tu es en freelance et que tu n'as pas encore de contact. Parce qu'en fait, ça peut tout et rien être. Il y a des Growth Advisors que je connais qui sont très, très bons dans ce qu'ils font, qui sont absolument mauvais dans ce que moi je fais et vice-versa. Dans le sens où tu peux très bien être Growth Advisor en mode exécution et faire que la partie top funnel ou bottom funnel et faire que de la rétention, que de l'acquisition et tu vas faire que de l'exécution pure. Et après, tu as les Growth Advisors qui, pour moi, sont vraiment advisors dans le sens plus stratégique ou structurel, qui vont être plus des personnes qui peuvent être un peu plus considérées, on va dire, comme des part-time CMO, par exemple, ou part-time CPO, où là, tu vas aller dans une boîte et regarder un petit peu ce qui va pas dans leur approche marketing, si c'est CMO, dans leur approche produit, si c'est le CPO, ou bien même, des fois, encore un autre style de choses qui est un petit peu plus... on va dire au-delà des lignes et juste de l'exécution, ça va être aussi sur l'organisation même de l'entreprise, sur comment est-ce qu'ils exécutent, que ce soit dans une partie produit, dans une partie marketing. Donc, Growth Advisor, pour moi, ça peut tout et rien dire, dans le sens où tu peux très bien être juste quelqu'un qui va venir en freelance, aider une entreprise sur des stratégies ou même un système d'expérimentation rapide, ce qu'on appelle le growth. Tout comme ça peut être quelqu'un qui est un peu plus haut level, mais pas haut level dans le sens meilleur qu'un autre, haut level dans le sens où tu regardes la stratégie un peu plus de haut, une vue d'hélicoptère, on va dire, et tu vas aller regarder un peu ce qui va et ce qui va pas. Donc pour moi, le champ d'action est... Growth Advisor, en fait, il devrait toujours y avoir une virgule après le mot et dire exactement dans quoi tu es plus spécialisé. Moi, ça va être plus, OK, je peux venir dans ta boîte et j'essaie de voir ce qui va bien, ce qui va pas dans les équipes ou bien même dans la stratégie globale. Mais par contre, je fais plus beaucoup d'exécution. Donc, Growth Advisor, c'est que le début d'une partie de ton métier qui va faire qu'en fait, tu te spécialises plus dans un truc ou dans un autre. Et après, dépendamment de ton profil aussi. Moi, j'ai eu la chance de faire GrowTribe, donc j'ai entraîné des centaines de sociétés. Donc, je peux faire du growth dans à peu près n'importe quelle boîte. Il y a des gens qui sont très forts en SaaS, des gens qui sont très forts en e-commerce, des gens qui sont très forts en marketplace. Donc, ça peut très vite dépendre de ce dans quoi tu es bon. Ce qui est très bien aussi dans l'autre sens, dans le sens où si tu es Growth Advisor, tu peux te dire, bon, je suis pas très bon là-dedans, je vais essayer d'avoir des petites missions là-dedans pour essayer de changer. Donc, les deux sont possibles. Et tu vois, peut-être juste pour commencer avec des questions, un peu, je me fais l'avocat du diable, mais quelle va être la différence entre quelqu'un qui se présente comme Growth Advisor et un freelance qui va dire, OK, je peux t'accompagner sur tel et tel sujet? C'est une bonne question parce que si jamais pour moi, tu es freelance en PPC ou tu es freelance en landing page ou tu es freelance là-dedans, tu peux très vite d'ailleurs, déjà dès les premiers rendez-vous, tu n'as pas encore signé un contrat en freelance avec l'entreprise en soi,
avoir des tests, des pré-tests que tu fais. C'est comme ça que moi, j'ai eu mes premiers contrats en freelance quand j'étais pas encore Growth Advisor high level, où en fait, j'allais pas en meeting en mode, voilà ce que je peux vous apporter. J'allais en mode, bah écoutez, j'ai fait une analyse de votre site, j'ai regardé les landing pages, j'ai fait du pré-testing sur des outils d'usabilité où je teste sur des panels de gens un peu différents. Et voilà, c'est les résultats que j'ai eu. Donc, je pense que cette page, elle est pas bonne. Je pense que cette copie-là, elle peut être meilleure, etc. Donc, ça, c'est ce que je conseillerais au freelance plus exécution. Et après, en advising, si tu fais vraiment du truc high level, forcément, c'est que tu auras déjà fait des missions. Et donc, tu vas avoir des résultats. Et donc, forcément, si demain, je suis en train de dire à une boîte, ouais, vous devriez me prendre pour essayer de gérer vos 3 équipes growth en acquisition, parce que je vois que c'est un peu, il n'y a pas beaucoup d'expérimentations qui sont faites ou quoi que ce soit, ça peut être n'importe quel problème. À ce moment-là, ce que je vais leur dire, c'est, ouais, j'ai déjà fait ça dans une boîte, et regardez les résultats qu'il y a eu derrière. Ok. Ça peut être en termes aussi, pas forcément de résultats même business, ça peut être aussi en termes de est-ce que les employés sont contents d'être là? Est-ce qu'ils Ouais. ils continuent d'avancer dans la boîte? Est-ce que professionnellement, ils arrivent à toujours se réinventer et s'ajouter des nouveaux skills, à leur parler de skills qu'ils ont déjà? Donc, en Growth Advisor, en général, tu auras déjà des résultats à présenter. En freelance, ce que je conseillerais, si jamais tu n'as pas encore de résultats bien à présenter, c'est de toi-même faire les premiers tests ou même avec ton bon sens, de regarder ce qui ne va pas sur leur website ou quel que soit le truc. Si c'est du PPC, va sur SEMrush, va sur d'autres outils et commence à voir un petit peu les trous qu'il y a dans la raquette. Et à ce moment-là, tu vas leur présenter ces trous-là. Moi, j'essaie toujours d'avoir des contrats où j'essaie pas d'avoir une mission à 6 mois. Alors, c'est faisable si jamais tu l'as et que tu as déjà beaucoup d'expérience, mais je préfère parce que j'essaie de sélectionner mes missions aussi, et c'est ce que je conseille, c'est de commencer sur un contrat même d'1 mois ou 2 mois, où en fait tu leur montres ce que tu sais faire, mais en plus de Ouais. ça, toi, tu vois si ça te plaît. Parce que c'est facile en freelance de dire: «Ah OK, c'est cool, tu vois, je pense par exemple à Crème de la Crème en France, que je connais bien, qui sont une très bonne boîte. Si jamais tu es freelance, tu peux trouver des missions. Mais quand je regarde les missions sur ce genre de site, c'est vrai qu'en fait, tu as beaucoup du 6 mois, du 9 mois, des très grosses missions et tu pas forcément en tant que freelance, c'est bien parce que tu te dis: «OK, je vais sécuriser un chèque et j'ai un peu la sécurité alors que je suis freelance» et en général, tu es un peu mieux payé en freelance. Mais des fois, en fait, excuse mon français, hein, mais tu te fais chier au bout de 3 mois. Ou bien tu vois plus de challenge. Moi, j'ai toujours voulu m'améliorer moi-même, donc si j'ai pas de challenge, donc je conseille un peu déjà aux gens qui font du freelance de se dire, essayez pas de décrocher des trucs de 6 mois, à part si vraiment vous voulez faire un truc qui est très dans la routine, ou bien que vous connaissez les gens de la startup et vous savez que vous pouvez changer de place dedans. Mais ouais, je conseillerais plus ça. Mais du coup, tu as abordé pas mal de thématiques qu'on va réaborder plus en détail un peu au fur et à mesure. Mais tu disais notamment que tu pouvais, accompagner des boîtes sur tout ce qui était l'aspect structurel aussi, même management, comment faire en sorte que les équipes évoluent. Ouais. Est-ce que toi, dans tes missions, tu as pu, par exemple, conseiller des boîtes sur tout ce qui va être l'embauche et le fait de recruter de nouveaux talents aussi pour, Ouais. compléter des teams? Ouais? Complètement. Alors, en plus, chez Gros Stripe France, quand on avait commencé, on a monté toute la team de zéro, quand on a fait 2 ans et demi chez Gros Stripe France, ça a beaucoup marché. On a beaucoup fait de scale-up et de corporate. Donc, les scale-up et les corporate, ce qu'il leur faut, c'est du talent et des manières de gérer les talents et de faire en sorte que les talents soient toujours contents d'être là et qu'ils sentent qu'ils exultent. Moi, je pense que quelqu'un d'intelligent, en général, il est jamais content s'il n'a pas l'impression qu'il avance. Et donc, forcément, dans le recrutement numéro 1, mais aussi dans l'upskilling. Et ça, je trouve d'ailleurs, la montée en compétences de tes employés, que ce soit en startup, scale-up ou corporate, c'est incroyablement important parce que je vais te donner un exemple tout simple, mais j'étais très fort sur LinkedIn il y a 3-4 ans. Et donc forcément, chez Growstripe, je faisais toutes les conférences LinkedIn. Et donc forcément, les conférences LinkedIn, c'était beaucoup des conférences HR, enfin RH, etc., excuse-moi. Et donc je leur demandais un petit peu ce qu'ils recherchaient. Je regardais un peu les thèmes des conférences et des speeches, des talks qu'il y avait. Et en fait, 95% des talks, c'est sur l'acquisition de talent. Et tu as très peu de talks et même de contenu sur la rétention des talents. Et ça coûte beaucoup plus cher d'acquérir un talent. Donc oui, j'ai participé à ces missions qui sont recrutement de certains talents et je l'ai fait moi-même dans ma team en France. J'ai engagé 7 talents en France. Et mes premières missions freelance, d'ailleurs, c'était ça, engager des talents et faire en sorte qu'ils suivent le bon process pour certaines startups ou des agences, je me rappelle. Mais je pense aussi que tu as
j'essaie de donner des conseils qui sont un peu plus hors de ce qu'on entend. Ouais. Mais il y a un autre truc qui est enfin, je pense qu'il y a énormément de valeur, c'est de savoir comment motiver les employés et savoir comment dire à un manager, écoute, je sais que tu as beaucoup de trucs à faire et que tu as une allocation de ton temps qui est très serrée, mais il y a un moment ou un autre, il va falloir que tu réfléchisses à est-ce que je laisse assez de temps aux gens dans mon équipe pour s'épanouir, dans le sens, est-ce que je leur laisse du temps pour aller à une conférence, apprendre un nouveau truc, pour prendre un cours le soir, tu vois, toi, tu as fait Grosse Tribe, tu vois. Je pense que ces employés-là, en général, de toute façon, sont beaucoup plus heureux parce qu'ils se sentent toujours challengés, qu'ils sentent qu'ils peuvent continuer d'apprendre dans la même boîte. Donc tu as le recrutement qui est super important et surtout en growth. Mais je pense que c'est un peu ce qu'on prêchait chez Grosse Tribe, c'était essayer de regarder dans ton entreprise si tu as déjà des gens qui ont envie, en fait. Nous, on allait dans des corpos, on n'avait pas forcément des talents qui étaient incroyables. Souvent, c'est des généralistes, ça veut dire qu'ils sont très forts dans un truc, mais pas dans beaucoup. Ils n'ont même pas de connaissances minimales sur d'autres sujets. Et ces gens-là sont pas bons dans les équipes growth normalement. Et pourtant, on devait les prendre dans les équipes growth. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à les upskiller, donc à les faire monter en compétence sur certains trucs. Donc, oui, tu as les deux choses, l'acquisition de talent qui est super important, mais aussi comment est-ce que tu fais pour que les gens restent et qu'ils ont l'impression d'avoir eu 5 boulots en 2 ans dans ta boîte. Moi, c'est ce que j'ai eu chez Grosse Tribe. Je serais jamais resté quasiment 5 ans chez Grosse Tribe si j'ai pas eu l'impression d'avoir au moins 2 gros boulots séparés en 4-5 grosses missions. Ouais. Donc, tu as un peu des deux, je pense. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant justement que tu parles de la rétention des talents et je fais un peu la référence aussi avec quand on parle de grosses, beaucoup de personnes parlent d'acquisition, un peu moins de rétention. Enfin, j'ai l'impression que c'est des sujets, peu importe le domaine, qui sont peut-être moins abordés, C'est moins beaucoup moins pensés. sexy. Ouais. Moi, la personne qui m'a engagé juste après Grosse Tribe, c'est là où j'étais. Après, j'étais dans des environnements Web3 en Norvège, chez Presail, qui est une boîte qui explose en ce moment. Et je suis plus là-bas pour des raisons légales parce qu'on pouvait plus faire de ce que moi je faisais là-bas légalement avec une nouvelle loi européenne qui arrivait sur la crypto. Mais ce mec-là, qui est le CEO de Presail, Sébastien Almes, était un peu mon mentor quand il était chez Grosse Tribe. Et lui avait déjà eu beaucoup de boîtes et tout, et il me parlait beaucoup de rétention, justement, comme tu viens de le dire. Et en fait, je lui disais, putain, c'est ouf que ça rapporte tellement plus d'argent à une boîte de faire une bonne rétention. Ce que tu aies un service, un produit, quoi que ce soit, l'acquisition, c'est bien, c'est nécessaire. Mais si derrière, tu n'as pas un produit qui stick, de toute façon, c'est cliché de le dire, mais c'est vrai, ça coûte beaucoup plus cher d'amener un nouveau client que de garder un ancien client. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi alors? Est-ce qu'il y a une raison derrière tout ça? Et il me disait, c'est sexy de faire des landing pages. C'est sexy de faire... tu vois, tu peux montrer tes résultats directs, ça va vite, les expérimentations, hop, bam, en 2 semaines, tu as le résultat, tu fais de l'A/B testing, tu fais, etc. Le faire sur le produit, c'est beaucoup plus dur, c'est plus compliqué, c'est plus technique. Alors maintenant, on a beaucoup plus d'outils qui permettent de le faire en demi-technique, mais gérer à amplitude, c'est pas pareil que gérer un Google Analytics, et donc c'est moins sexy. Mais sur la rétention des talents, je pense que c'est moins sexy aussi. Les recruteurs sont... moi, j'ai des potes recruteurs dans des énormes, tu sais, les Michael Page, les grosses boîtes de recrutement. Ils sont payés à combien de personnes ils placent dans combien d'entreprises. Ils ne sont pas payés à ce que les gens restent ou pas. Et les gens, justement, à qui nous on parlait chez Grosse Tribe, quand on prenait des clients sur la partie corpo ou scale-up, c'était soit des personnes qui, oui, voulaient augmenter le revenu, et du coup, team exécution, soit des personnes qui, oui, voulaient augmenter le revenu, mais les KPI sur lesquels ils nous jugeaient, c'était pas forcément ça. C'était plus la rétention des talents. Est-ce que les gens se sentent bien dans la team? Est-ce que les gens sont promus à une place alors que c'était un stagiaire il y a 3 mois? Et ça, je trouve que c'est super intéressant aussi, mais c'est beaucoup moins sexy avant. Et tu as peut-être pour interagir avec ce que tu disais, toi, à la fois chez Grow Tribe et à la fois dans les sociétés que tu as pu accompagner, comment est-ce que tu vas reconnaître justement un jeune talent, te dire, OK, lui, potentiellement, on peut le faire progresser pour qu'il prenne telle place plus tard, à l'inverse de quelqu'un qui pourrait pas forcément s'améliorer aussi rapidement? Je pense que tu as le premier truc, ça va paraître super cliché, mais c'est la vérité, c'est la curiosité. Les gens qui, en général, sont super curieux vont vouloir tout apprendre, et je pense que c'est d'autant plus important dans les teams growth. Parce que quel que soit le métrique sur lequel tu es en train de bosser en growth, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer vite. Je pense qu'aussi en growth, tu bosses avec d'autres talents qui sont nécessairement très différents de toi. Les team growth, moi, me passionnent parce que tu peux gérer 2 devs, 3 marketeurs
Et donc, je pense que premièrement, le premier truc, c'est des gens qui vont être curieux, qui ont envie de bouger la ligne, quoi, qui ont vraiment envie de bouger les choses. Chez les gros corporates, on voyait que c'était des gens des fois qui étaient un peu plus frustrés, qui se disaient putain, il faut que ça avance plus vite, quoi. En général, c'est des gens qui sont bien, c'est des gens aussi qui arrivent à bien se remettre en question. Les gens qui ont beaucoup d'ego, ça peut être une bonne chose chez très peu de personnes. Chez beaucoup de personnes, c'est une mauvaise chose d'avoir de l'ego, dans le sens où le growth est quand même beaucoup basé sur de la donnée. Donc, si tu dis à quelqu'un, t'as tort, tu dois être censé pouvoir le prouver par la donnée. Mais si t'as quelqu'un qui a beaucoup d'ego, même des fois devant la donnée, t'as des gens qui vont dire ouais, mais non, t'as pas. Pour moi, si tu laisses pas l'ego à la porte quand tu arrives dans un sprint planning, dans une rétrospective, dans etc., tout ce qu'on fait en growth au niveau organisationnel, tu vas avoir des mauvais acteurs. Et c'est aussi, je pense, des métiers qui sont très collaboratifs, comme je viens de le dire. Donc, la curiosité en grand numéro 1. Et il y a un truc avec lequel j'ai beaucoup parlé avec un ami à moi qui, pareil, a sa boîte maintenant, etc. J'avais dit ça en conférence, il était passé à côté de moi et j'étais content parce qu'il est meilleur que moi. Il m'avait dit, j'ai bien aimé ta phrase là-dessus. J'avais dit, en gros, faut être impact driven à la place de idea driven. Donc, faut être vraiment drivé par l'impact plutôt que drivé par l'idée. Et ça revient sur l'histoire d'ego. Hein. Que quelqu'un qui a beaucoup d'ego, il va avoir son idée, il va vouloir s'accrocher. En fait, quand tu fais n'importe quoi dans nos métiers, ce que tu veux, c'est avoir de l'impact, que ce soit sur un revenu, que ce soit sur n'importe quoi. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a une North Star métrique, une étoile polaire des métriques dans n'importe quelle boîte. On s'en fout de l'idée. L'idée est bonne, l'idée est pas bonne, c'est pas grave. Le but, c'est est-ce que cette idée va avoir un bon impact? Si tu la testes, c'est pas le cas, c'est pas grave. On en trouvera d'autres. Donc, les gens qui sont plus drivés par l'impact des choses et qui veulent juste avoir un impact, quels que soient les moyens, seront toujours des gens meilleurs que des gens qui sont très sur l'idée. Et je pense que je suis une bonne personne pour le dire, parce que moi, je viens de la publicité créative. Donc, on n'est pas plus égaux que ça. Quand tu arrives en meeting, que le client te dit « Ah ouais, j'aime pas la copie, j'aime pas ça », tu es là en mode, comme Jean Dujardin disait dans 99 francs ou dans le bouquin de Bec BD, ouais, quand tu vas chez le dentiste, tu lui demandes pas comment faut faire, tu les laisses faire, tu vois. Et je veux bien en publicité parce que c'est plus dur à traquer, mais en growth, pas tant que ça. Donc, faut un peu laisser ton ego sur le côté et ça revient sur ce truc-là de se dire, bah en fait, ok, mon idée, elle sera peut-être pas la bonne. Quand tu fais ton classement des idées de façon ta prioritisation, si tu as 6 personnes dans l'équipe et tu as 50 idées dans le backlog et que tu as de quoi exécuter sur le prochain sprint que sur 3 idées, il n'y a pas énormément de chances que ce soit une de tes idées qui soit sélectionnée. Et on s'en fout. Tu te dis, c'est pas grave, la prioritisation, le système de prioritisation est là pour qu'on exécute sur les idées qui ont le plus d'impact, donc tu t'en fous, t'exécutes. Quelqu'un qui a un peu plus de... Tu le vois d'ailleurs, je vais donner un petit tips peut-être au Vas-y. Vas-y. Tu le vois des fois sur la classification des idées. Moi, j'ai fait un peu des matrices sur Notion où je vois qui note quelle idée. Donc, tu vois exactement qui note quoi. Et en fait, les gens, des fois, qui sont un peu plus sur l'ego, toutes leurs idées, bizarrement, ils les notent meilleures que les idées. Tu vois qu'ils suivent pas trop le système de prioritisation, qui sont des systèmes cool. Mais si jamais tu as des gens comme ça dans l'équipe, bah, du coup, c'est dur parce que c'est biaisé en termes de données. Donc, ça va être bien des fois de regarder un peu la nomenclature, mais aussi, du coup, en haut level, comment est-ce que les gens votent les idées. Des fois, tu repères un peu des gens qui votent juste pour leurs idées, quoi. Ouais. Et tu vois, pour parler un peu même si c'est généraliste dans un premier temps, mais des missions que tu peux quand même avoir quand tu vas accompagner une boîte. Est-ce qu'il y a des typologies de missions différentes en fonction que la boîte, ça va plus être une start-up, une scale-up, et en fonction de sa maturité en tant que grosse advisor, mais quelqu'un qui va accompagner sur la croissance? Alors, je pense que ce serait top-down, dans le sens où si c'est une start-up qui est encore en train de chercher son PMF, qui est en train de faire, etc., à moins vraiment qu'ils ont besoin d'un analyste, à ce moment-là, en général, c'est plus sur des organisations qui sont flat en termes de management, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de hiérarchie, etc. Et dans ce cas-là, ce qu'ils veulent en général, ces boîtes-là, c'est de l'exécution pure. Donc, quel que soit le niveau que tu as, tu vas pouvoir les aider sur un ou deux channels, s'ils ont déjà trouvé un ou deux channels, par exemple en acquisition. Si c'est pas le cas, c'est plus quelqu'un qui est T-shape, ça veut dire qu'il y a une grosse palette de compétences qui puisse un peu toucher à tout, et quelqu'un qui soit intéressé. Dans le sens où quelqu'un qui, ok, on a trouvé cette idée, je vais pouvoir aller googler des trucs et essayer d'apprendre moi-même comment le faire, même si ça va être galère au début. En général, si tu es sur de la petite startup qui vient de débuter, tu vas chercher plus des freelances ou des growth advisors, du coup, mais qui sont plus des freelances, qui sont plus sur l'exécution pure.
Ouais. En scale-up, ça peut être les deux, comme en corporate, ça peut être les deux. Ils peuvent très bien avoir, en scale-up, c'est qu'ils ont déjà validé des channels ou bien qu'ils ont déjà validé certaines features dans le produit, si tu plus au niveau produit. Et donc, du coup, peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un de très spécialiste sur la manière d'analyser les cohortes sur Mixpanel. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un de très fort sur des LinkedIn ads parce que c'est un channel d'acquisition qui marche bien pour eux. Mais ça peut être aussi en scale-up, et c'est des missions très intéressantes, des boîtes qui justement ont grandi très vite et qui veulent comprendre un petit peu comment scaler le growth. Ok, Ouais. on grandit très très vite, mais du coup, on a besoin de gens qui arrivent à voir où est-ce qu'on est en train de perdre de la vitesse et du souffle parce qu'on a grandi vite et qu'on n'a pas trop pensé à faire tous les process, etc. Donc, tu peux très bien être pris en freelance exécution sur un truc très spécifique, mais Ouais. tu peux aussi être pris comme une des personnes qui, justement, va pouvoir amener cette expertise de OK, là, on commence à exploser, genre, on a du mal à savoir comment s'organiser, on commence à voir qu'il y a plus trop d'entente entre le produit et le marketing, que les silos de data sont en train de se poser, et ils savent très bien que s'ils continuent dans cette direction-là, ils vont devenir un gros mastodonte qui se parlent plus entre eux et qui vont avoir une dette technique très grosse plus tard. Et en corpo, c'est la même chose. Ça peut être des gens qui... Alors, c'est la même chose à un niveau encore plus haut, dans le sens où ça peut être des gens qui vont un peu... faire un peu de la déconstruction, comme ce qu'on fait Skyscanner. Si vous voulez voir un peu ce que ça donne en growth, eux ont grandi trop vite, sont aperçus qu'ils avaient plus cet esprit growth, etc., ont engagé genre du très très lourd en termes de growth advisor, et derrière, ils ont pu désiloter les Ouais. teams et repartir sur cette machine growth, mais qui est par squad dans l'entreprise, etc., très très à la manière startup, mais pour un gros corpo. Et c'est vraiment une société que je conseille si vous voulez voir ce que c'est du growth en corpo, Skyscanner. Mais ça peut être aussi de l'exécution pure. Mais le problème sur de l'exécution pure, si tu prends en corpo, c'est qu'encore une fois, si t'es pas curieux, si t'es curieux, tu vas vite t'embêter. Parce que s'ils n'ont pas justement des gens qui sont en train d'essayer de créer ce genre de team, des team growth, ou bien de faire une transformation digitale, comme ils aiment bien l'appeler, tu vas te retrouver dans un truc lent où tu as 3 bloqueurs à chaque fois que tu veux mettre une nouvelle expérimentation en place. Nous, notre but chez Growth Tribe, c'était ça. On n'était pas la growth team, on coachait les growth teams. Donc nous, Ouais. ce qu'on était, on était la leadership team, c'est-à-dire la team qui coachait la growth team, mais dès qu'on voyait qu'il allait avoir des problèmes, on ne pourra pas lancer ça parce que ça, on ne pourra pas lancer ça parce que ça. Nous, notre but, c'était de parler aux stakeholders, aux parties prenantes, pour leur dire, écoutez, on va avoir des problèmes. Vous nous avez payé, je sais pas combien de milliers d'euros pour qu'on coach votre team, et là, on peut pas Ouais. exécuter. Parce qu'à chaque fois, il y a les IT qui nous disent ça, parce qu'il y a ça. Donc, tu as un peu de tout. Je pense qu'en startup, ce sera beaucoup d'exec, parce que tu n'as pas encore le moment où tu as besoin d'une grosse stratégie globale. Et ensuite, plus tu montes, plus c'est le cas. D'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn il y a 3 semaines de ça sur, par exemple, si tu recherches un part-time CMO, qui peut être un growth advisor, quel type de CMO tu dois avoir et quel Ouais. type de CMO tu dois rechercher selon si tu es avant Product Market Fit, etc., etc. Si vous voulez aller checker, allez checker. Et bah, en tout cas, hyper intéressant, peut-être pour rebondir avec ce que tu disais, quand vous coachiez des équipes, grosses, chez GrowTribe dans le but de leur permettre, de s'améliorer, d'être plus performantes, quels étaient, vous, vos interlocuteurs, tu parlais des parties prenantes, Ouais. quels étaient, les principaux, auxquels, toi et les autres, devaient s'adresser? Alors ouais, on avait deux types d'interlocuteurs. Alors nous en France, on a beaucoup fait un seul type parce qu'on j'avais une team en France qui était vraiment sur l'exec et on voulait absolument rapporter du Mmh. revenu aux boîtes pour lesquelles on bossait, plus que et on le faisait quand même, hein, les maps de compétences et tout. Mais je t'explique. Les 2 types d'interlocuteurs, c'est assez simple quand tu vas aller pécho, on va dire un corporate, une startup. Tu auras les personnes dans lesquelles tu dois bosser sur le métrique, c'est-à-dire par exemple, s'ils ont des problèmes en acquisition, en marketing, tu vas parler au CMO. On a fait ça chez Schneider, on a fait ça chez Proximus, des énormes boîtes, Orange, etc. On parlait au CMO ou au Head of Marketing, au directeur marketing. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est créer des teams qui rapportaient plus d'argent ou qui faisaient monter les métriques dans leur département. Ça, c'était vraiment ce qu'on faisait le mieux. Et Mmh. ensuite, tu as aussi d'autres vraiment chez les gros corpos, et c'est comme ça que Grosstrab avait commencé d'ailleurs, où là, tu vas plus parler au directeur du learning. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont payés pour que les employés continuent à monter en compétences tout le temps, dans les bonnes compétences. Et ça, c'était Mmh. aussi un autre truc. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, les KPI que tu vas aller chercher, du coup, sont pas forcément les mêmes. Forcément qu'ils auront des meilleurs résultats. Mais c'est qu'une retombée de ce qu'on fait sur le côté qui était plus de dire, OK, toi,
Tu es un bon UXer, mais tu es très bon sur le design. Et la vérité, c'est que tu connais que dalle en front-end code. Donc tu peux pas parler aux devs, les devs, ils te détestent. Et donc du coup, il faudrait que tu passes 2-3 cours là-dessus. Ne serait-ce que pour parler aux devs et avoir un peu de légitimité. Toi, tu es un super marketeur, tu sais très bien faire des landings, mais le truc le plus important sur une landing, ça reste la copie. Et tu connais que dalle. Donc il y a un moment, il va falloir te bouger le cul là-dessus. Et comment est-ce que tu fais pour parler là-dessus? Et comment est-ce que tu dois organiser tes one-on-one avec ton manager? Et comment est-ce que vous faites pour vous regrouper, mais aussi de travailler de manière asynchrone? Très gros problème en corpo. Tu as 20 meetings par semaine. Comment est-ce que tu fais pour travailler? Donc, tu as ces deux interlocuteurs. Tu as les interlocuteurs qui sont plus structure, learning, etc. Et les gens qui sont là, oui, bien sûr que vous allez aussi... Parce que les deux sont quand même... tu as tout le temps une retombée chez l'un chez l'autre. Hein. Mais les learning qui vont vouloir juste de la structure, etc., et forcément, il y aura des résultats derrière. Mais aussi ceux qui veulent que du résultat, mais forcément, ils savent que le résultat n'arrivera que si on crée la structure. Ouais. Donc, soit tu parles directement aux gens concernés par le métrique, CMO, Head of Marketing, Directeur Marketing, ou pareil, mais au niveau produit. Soit tu vas parler aux gens qui sont vraiment là pour que les gens, les HR, Directeur Learning, etc., etc. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes à la moitié de l'épisode. Regardez la suite car le meilleur est dans la seconde partie. Également, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à réserver vos places pour le Gros Event. Elles sont 100% gratuites, mais en quantité limitée. Peut-être pour te poser une question un peu plus sur toi, ton expérience. Tu évoquais tout à l'heure ton expérience chez GrowTribe. Quelle a été, toi, ta première mission de coaching quand tu as commencé justement à accompagner des boîtes dans le gros? La toute première? Ouais. Si tu t'en souviens. Waouh. Ça devait être une... parce qu'on on était en couple avec ces boîtes-là, forcément, parce qu'on vient d'Amsterdam, ça devait être ING ou Philips. Forcément, parce qu'on a coaché la moitié de la boîte ici, qui sont deux boîtes d'Amsterdam. En France, c'était Proximus. C'était marrant parce qu'en France, nos deux premiers énormes clients, c'était des Belges. Vente de Boré, qui a été racheté par la Fnac, Darty, et Proximus, qui sont des bonnes boîtes aussi. Je pense que les gens aussi crachent beaucoup sur les corpos. Faut les aider, ces boîtes-là. 100 ans, forcément, qu'elles n'ont pas les process, etc. Mais je pense que ça devait être des choses comme ça. Et après, celui qui m'avait marqué le premier, on était allé à Londres pour aller entraîner Trainline, qui est Skyscanner, mais pour les trains. Et ça, c'était une belle boîte aussi, qui avait genre une boîte département marketing de 40 personnes. Maintenant, elles sont plus. Hein. Et derrière, ils voulaient justement créer des team growth pour l'acquisition. Puis ensuite, ils ont fait pareil pour la rétention. Et ils ont fait le modèle Skyscanner maintenant, où il y a des grosses têtes sur chacun des métriques qui donnent les objectifs prioritaires du quarter. Et derrière, c'est que des squads de 5-6 personnes maxi de growth. Et tu vois, je vais te poser une question qui est un peu bateau, mais je me dis qu'on peut souvent se poser cette question, tu vois. À quel moment tu dis: «OK, je commence à avoir le niveau suffisant pour conseiller des boîtes et pas forcément rester uniquement dans de l'exécution?» Ok. Tu vois, presque le côté légitimité aussi, tu vois, que tu peux avoir ou pas, Alors, je pense que je ne veux pas du tout cracher dans la soupe, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils peuvent faire ça et qui ne savent et pas. qui Parce qu'ils l'ont vu dans une boîte et ils ont réussi à faire un truc dans la boîte ou les deux boîtes dans lesquelles ils ont bossé avant et ils se disent bon, bah, c'est bon, je peux le faire dans tout. C'est dur. Moi, j'ai une chance incroyable hein, parce que j'ai fait Grosse Tribe pendant 4 ans et demi et même quand j'étais manager, j'ai continué à faire du coaching parce que je voulais pas perdre ça. Et j'en avais parlé avec Guillaume Cabane, qui pour moi est un des plus gros au monde, et il m'avait dit, c'est ce qu'il fait maintenant, lui. Hein. Maintenant, il fait Hypergrowth, qui est genre du sweat equity. Ça veut dire il prend de l'equity dans des startups, mais à la place de l'acheter, il donne son temps. Donc, il dit, OK, je te file 30 heures dans l'année, et tu me donnes ça de ta boîte. Et en gros, moi, j'en ai parlé avec lui, et il m'avait dit, c'est quand même un truc de malade, parce que lui a fait que de la Martech, donc tout ce qui est les outils pour les marketeurs, quoi. Il a fait que ça au début. Hein. Lui, il avait fait Mention, après il a fait Drift et Segment, voilà, donc c'est que de la Martech. Et il disait c'est ce qui me manquait, le fait de faire plusieurs boîtes. Et je pense que c'est ça la réponse. C'est de le faire dans beaucoup de boîtes ou au moins d'avoir des missions freelance dans plusieurs boîtes. Et une manière d'accélérer ça, si j'étais vous et que vous voulez faire ce métier, qui est un très beau métier que je vends, c'est de vous mettre avec des gens qui le font, de leur demander comment ça se passe, comment est-ce qu'ils regardent, comment est-ce qu'ils voient.
Ce qui va et ce qui va pas dans une boîte. Il y a beaucoup de soft skills, je pense, dedans, beaucoup de structure, et parce que t'es la personne qui doit parler à tout le monde. Hein. T'es la personne qui doit parler à la team qui exécute. Tu dois la personne qui doit parler à tous les gens qui vont être des bloqueurs, parce qu'il y en aura, et tu dois parler aux gens qui vont devoir débloquer les bloqueurs, c'est-à-dire les managers et en général les C-level. Euh, donc aller près de gens qui ont déjà fait ce genre de choses, regarder des interviews d'eux. Si vous avez l'occasion, les gens sont ouverts en général aujourd'hui. Parlez-leur sur LinkedIn, dites-leur il y aura moyen qu'on fasse un call de 30-40 minutes. Demandez-leur leur expérience. La mienne n'est pas forcément unanime. On a tous des parcours très différents. Moi, ce que je conseille aux gens qui veulent commencer à se baser sur, OK, je veux faire du consulting, mais on va dire du consulting vraiment où tu exécutes et tu fais pas des slides, quoi. Voilà, tu vas vraiment essayer d'aider une boîte dans la structure, dans le coaching et dans le revenu en général, parce que à la fin de la journée, c'est ce que tu cherches. C'est de regarder beaucoup de boîtes différentes et de vous renseigner sur les gens qui le font et regarder comment est-ce qu'ils l'ont fait eux, leur poser des questions, prenez des calls avec eux, regardez leurs interviews parce qu'ils ont beaucoup plus. Cette expérience-là, elle est longue à prendre. Moi, je me sens pas encore tout à fait à l'aise à aller conseiller n'importe quelle boîte, même si je suis à l'aise dans tous les rendez-vous. Et ça fait 5 ans que je le fais 12 heures par jour, tu vois. Donc, je pense que pour accélérer le mouvement, ce gros strap, c'est un très bon truc aussi, du coup, parce que tu t'envoies d'autres comme toi. C'est essayer de vous rapprocher de gens qui le font. Ou bien qui ont fait genre 10 boîtes dans les 5 dernières années. En général, ils ont plus d'expérience que vous. C'est pour ça que beaucoup des meilleurs growth marketers, ils viennent en général des marketplaces. Parce que les marketplaces, c'est la dualité des métriques. Tu fais du B2B et du B2C en général. Donc, tu vas devoir bouger entre les deux métriques si jamais tu es une petite marketplace et que tu es bien entre les deux. Donc, ces gens-là qui ont cette flexibilité, essayez de vous rapprocher de ces gens-là. Et en général, ils vont pouvoir vous conseiller. Vous saurez jamais quand est-ce que vous pourrez le faire. Si vous attendez de vous dire ah, c'est bon, je suis assez fort, ça arrivera jamais, quoi. Donc, Ouais, parce que tu auras toujours un tu auras sujet sur toujours des lequel trucs tu à vas aller. apprendre, tu auras toujours une boîte où tu diras putain, ça va, je vais pas y arriver. Donc, ouais, juste tenter des choses, quoi. Le failure, l'échec, pardon, excusez-moi. L'échec dans notre métier, il est quotidien. Donc, n'hésitez pas, quoi. Peut-être juste pour interagir, est-ce que tu disais, tu parlais un peu en dehors des compétences dans le dur, des compétences humaines, un peu des soft skills. Quel genre de soft skills ça demande? Ou alors peut-être une autre question, mais je pense que ça s'en rapproche. Quelles ont été peut-être les plus grosses difficultés que tu as pu avoir, toi, en coachant des boîtes? Alors, quel genre de soft skills? Je pense que justement, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans la tech. Parce que moi, les soft skills, j'en ai toujours eu de par mon parcours professionnel d'avant la tech. Qui fait que j'ai beaucoup parlé à des gens. Je pense que faire du sales, par exemple, c'est un truc qui te fait augmenter tes soft skills de malade. Et je parle même pas juste du sales, même que dans la tech. Moi, j'ai fait du porte-à-porte. Tu vois, j'ai fait des trucs comme ça. Au bout d'un moment, tu as beaucoup de bouquins aussi qui t'apprennent énormément de trucs sur les soft skills, etc. Je pense que les choses les plus dures, des fois, à faire quand tu arrives dans des boîtes et les expériences, des fois, un peu les pires que j'ai eues, c'est ouais, t'as Micheline qui est là depuis 40 ans dans la boîte et qui est là en mode non mais c'est bon, je sais ce que je fais. Je pense que alors au lieu de vous dire juste les problèmes qu'il y a sur ce genre de choses et les soft skills qu'il y a et comment est-ce que vous vous améliorez dans les soft skills ils viennent de vos tripes et ils viennent de votre confiance en général. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir de la confiance? On a des résultats. Quand on a des bloqueurs qui sont des personnes, ce qui peut arriver, ouais, non mais ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, viens pas me faire chier. Non, non, ça marchera mieux, je connais mieux nos clients, ça fait 20 ans que je suis dans le truc. C'est parce que ça fait 20 ans que tu es dans le truc que tu as besoin de moi. Tu vois. Et en gros, je pense que ça passe par de la donnée. On est dans un monde aujourd'hui, en 2023, où tu peux avoir beaucoup de tes discussions qui seront supportées par de la donnée. Ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Quand tu vas dans un rendez-vous client et que quelqu'un essaie de me vendre sa personne, je vais te ramener ça, je vais te ramener ça. Qu'est-ce qui me dit que tu vas me ramener ça? Les 10 autres freelances que je suis en train d'interviewer pour le même poste, ils vont dire la même chose que toi. Donc, à un moment ou à un autre, si vous n'avez pas trop ce genre de soft skills, c'est dès que vous faites une mission, dès que vous faites quelque chose qui importe, où vous avez eu un impact, c'est de le mesurer et de le mettre dans un dossier, quoi. Et à un moment ou à un autre, vous allez avoir assez de compétences ou d'expériences. Si vous en avez pas assez, vous en allez avoir une ou deux, mais au moins vous allez pouvoir pêcher une ou deux expériences dans ce domaine spécifique. Si vous en avez beaucoup, après vous allez pouvoir tacler tout. Et c'est d'avoir quelque chose qui va pouvoir supporter ta parole. Jamais je me présente en me disant j'ai Jean Bonenfant. Alors oui, j'ai autant d'expérience, ça peut parler à certaines personnes, mais je vais pouvoir faire ce genre de truc pour ta boîte ou ta boîte. Si je dis ça, c'est que derrière, je vais leur montrer un truc en mode voilà, j'ai fait quelque chose de similaire ici, ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas forcément complètement similaire, mais vous voyez bien que ça peut se rapprocher. Et donc, du coup,
que tu aies des soft skills ou pas, si tu n'en as pas, ça va te donner de la confiance, quoi qu'il arrive. D'être là en mode, bah, de toute façon, je peux supporter ce que je dis. Deuxièmement, c'est de se dire tout le monde est humain, quoi. J'en ai beaucoup parlé avec Stacy Osier-Lafontaine, qui était la meuf que j'avais promue chez Grostra, mon coach Qu'on a interviewé. ouais, super. Que j'adore. Hein, et en fait, elle c'est une machine. Et c'est pour ça que je l'avais prise dans mon équipe. Mais au niveau soft skills, elle était pas ouf. Donc, elle se questionnait de pourquoi est-ce que je l'avais pris en corpo. Parce que c'est beaucoup de rendez-vous avec des CMO et tout. Et elle avait peur au début, ce qui est normal. Et je lui disais, mais le mec ou la meuf en face de toi, ils sont comme toi, quoi. Ils rentrent chez eux le soir, ils voient leur gosse. Oui, tu es dans un rendez-vous business. Oui, ils gèrent des milliards tous les ans ou des millions tous les ans, dépendamment de la boîte à qui tu as en face de toi. Mais derrière, c'est aussi des humains, quoi. Et ils comprennent ce genre. Il y a un truc que Sam Altman disait beaucoup. Bon, maintenant, il est plus connu pour ChatGPT, mais je préfère le présenter comme le président de Y Combinator. Moi, j'ai beaucoup écouté ce mec-là à l'époque de Y Combinator et il disait, ouais, bon, ça, c'est un peu cliché de dire ça, mais il disait, ouais, j'ai quitté Stanford parce que j'apprenais plus au poker online. Le poker, par exemple, ça, c'est un truc qui m'a appris énorme en négociation. Et je veux pas être plus d'accord avec lui que ça. Sur comment est-ce que tu gères une pression sur une table, entre guillemets, où tu as 6 acteurs dans la table, et comment est-ce que tu gères par rapport à ce que tu peux rapporter en termes de preuves, par rapport à ce que t'as pas en termes de preuves, mais que tu peux un peu la bluffer. T'as beaucoup de choses comme ça qui peuvent t'aider sur le côté. Mais le meilleur, c'est d'avoir une paire d'as, pas face cachée. Donc le mieux, ça reste d'avoir des résultats à présenter. Hein. Ça, c'est tout des béquilles, le reste. Tu vois, tu l'as un petit peu abordé, mais je voulais avoir ton avis aussi là-dessus. Comment est-ce que toi, tu fais pour convaincre des boîtes que tu es la bonne personne pour les accompagner? Encore une fois, je pense que c'est sur la donnée. Enfin, déjà, je suis jamais la bonne personne. Je pense pas que ce soit la bonne question parce que je suis jamais en compétition. Tu sais. Je sais qu'ils interviewent 5 autres personnes sur le côté. Là, je vais pas mentir, j'ai plus trop besoin parce que j'ai beaucoup de contacts grâce à GrowStripe. Mais même à l'ancienne, quand on faisait tu vois, un call avec notre head of sales, moi le head of growth et Stacy, et qu'on avait tu vois, un Schneider, un truc, une grosse boîte en face, on sait que c'est un appel d'offres. On sait qu'ils sont en train de parler à toutes les autres grosses agences growth ou bien formations growth en Europe. Faut absolument pas déjà essayer de te comparer aux autres. Il y a des fois, ils nous demandaient c'est quoi la différence entre ça et ça, donc moi je leur expliquais. Mais je pense qu'en fait, la meilleure manière de convaincre quelqu'un, c'est que tu as besoin de moi et pas de quelqu'un d'autre, c'est à eux de vendre leur mission. J'aime pas commencer des meetings en disant c'est ce que je peux t'apporter dans le sens, donc c'est ce que je dis. Hein. Déjà, faut que tu aies de la data pour leur dire ça. Mais déjà, tous mes meetings sont préparés en termes de in-tech calls, et c'est ce que je vous conseille à tout le monde, parce que déjà, ça vous rend 3 fois plus sérieux au vu d'un client. Si tu arrives dans un call et que c'est toi qui poses les questions, mais que tu poses les questions en mode structuré, c'est que tu sais ce que tu fais déjà de base. Hein. Donc moi, j'arrivais, je leur dis, voilà, la manière dont je fais les choses, je vais vous l'expliquer, c'est que j'ai des questions à vous poser, pour voir si déjà vous et moi, on est un bon fit. Il est possible que je n'ai pas les compétences, ou que je vous vende un truc qui en fait n'est pas faisable chez vous. Parce que tu connais pas la boîte dans laquelle tu vas te lancer. Ça se trouve, tu es en train de déballer 3 arguments, ou 2 de tes arguments, l'IT va dire, ah non, ça on peut pas, on n'a pas le droit légalement. Ouais. Donc, tu vois, tu vas gâcher 30 minutes de ton call pour rien, ils vont dire, c'est pas un mec pro. Donc, c'est d'avoir une structure d'intake call où tu dis, bah, voilà, j'ai 3 piliers de questions à vous poser. Dans chaque pilier, il y a autant de questions. Je vais vous poser des questions sur la structure des équipes. Je vais vous poser des questions sur la donnée que vous avez. Donc, la structure des données que vous avez, qu'est-ce qu'on peut déjà récupérer, qu'est-ce qu'il y a à installer. Je vais vous poser des questions sur l'équipe en elle-même. Qui sont ces gens? C'est quoi leur truc? C'est quoi la hiérarchie? C'est quoi les skills qu'ils ont? Derrière, tu as tellement d'informations qui viennent de leur part que tu connais bien leur boîte. Et tu vois où est-ce qu'il peut y avoir un truc où toi, tu peux le mettre et leur apporter vraiment de la valeur. Quoi qu'il arrive, si jamais tu fais pas ça et que tu mitonnes au début, etc., tu peux te retrouver dans un truc où en fait, tu connais rien. Ouais. Et en plus de ça, eux, ils vont pas te trouver pro, quoi. Alors qu'en fait, quand tu arrives dans un call et que tu as déjà ta structure de questions, dire, écoutez, moi, je fonctionne comme ça. Il y a 3 calls. Le premier call, c'est l'intech, où je vais vous poser des questions. Je regarde tout ça, je compare avec mes données que j'ai déjà sur votre site, parce que j'ai déjà été checker SimilarWeb, j'ai déjà été checker SEMrush, j'ai déjà été checker plein de trucs. Et ensuite, on refait un call où je vous dis exactement ce qu'on peut faire ensemble. Et là, à ce moment-là, tu as déjà un truc qui est béton. Encore une fois, quand je te dis, quand tu arrives avec toute cette donnée-là, tu as ta donnée à toi,
Tu as déjà fait des pré-tests sur Usability App, tu as déjà fait des pré-tests sur What User Do, tu as fait un JT Metrics si tu t'es aperçu qu'il y a des optimisations faciles à faire du site. Tu arrives au meeting, tu as déjà ça et de prêt. Ouais. Le boulot, il est à toi parce qu'en fait, tu as déjà les 3/4 de ta première mission, parce qu'après, ça peut continuer, qui est déjà là. Quand ils vont signer avec toi, ils savent ce que tu vas faire dès le début. Parce qu'en fait, tu as déjà regardé un peu les loopholes, les trous dans la raquette qu'ils avaient. Donc, en général, c'est plus une négociation. Si tu as bien fait ton travail de récupérer l'information, Ouais. et derrière, tu as une proposition déjà bien chiffrée à leur faire, bon, bah voilà, j'ai vu que là, c'était horrible. Là, c'était pas ouf. Là, fallait faire ceci. C'est ce que je vais faire quand on va commencer à bosser ensemble. Si jamais on est d'accord sur le contrat, le taux horaire, etc. En général, tu es déjà dans une discussion qui est une négociation salariale et de prix. Tu n'es plus dans est-ce qu'on prend ce mec-là ou pas. Parce que tu as déjà montré ce que tu allais faire. Et tu vois, peut-être à l'inverse, est-ce que toi, tu as des critères pour accepter de conseiller des entreprises? Et peut-être ce qui va avec, est-ce qu'il y aurait des situations dans lesquelles il faudrait refuser Alors, faire du bah, consulting? tu as des gens alors, dans lesquels il faut refuser. Forcément, tu as des trucs. Moi j'ai des trucs dans lesquels je veux m'améliorer. Donc, j'ai des trucs dans lesquels je veux absolument travailler, des trucs dans lesquels je sais que je suis très fort et que je peux y aller un petit peu en mode pilote automatique. C'est des trucs qui m'intéressent 3 fois moins. J'en prends un petit peu parce que c'est du boulot qui me repose. Donc, genre, tu sais, je suis sur le côté, je fais le truc et je sais que ça va aller. Mais je pense que les critères, ils doivent être assez. C'est vraiment du cas par cas. C'est pas un truc qui est généraliste où tu dis bon, ça je prends pas et ça je prends. Parce que Ouais. justement, ce que j'ai appris chez Growth Tribe, c'est que tu vois, au début, quand je faisais que tu sais, je traînais les équipes de Facebook, de Spotify, et après, tu te dis, je vais traîner, alors je vais pas te dire n'importe quelle boîte, mais une énorme banque super chiante d'aspect. Tu dis, bon, c'est relou. La vérité, c'est que pas forcément. Parce que justement, c'est le challenge qui est marrant. Tu vois, quand tu arrives dans une team chez Facebook, tu sais qu'ils sont déjà chauds, qu'ils sont déjà tous bien payés, qu'ils sont motivés d'aller au boulot. Bon, pas forcément chez Facebook, mais ça peut être dans d'autres boîtes. Je pense qu'il faut rien se fermer parce que tu vas apprendre beaucoup à faire déjà avec quel type de boîte, mais je pense que toi aussi, il faut que tu saches ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire. Plus jamais je fais des paid ads, tu vois. C'est mort. Ça me fait chier, tu vois. J'ai pas envie. Je peux gérer des gens qui en font, il n'y a aucun problème, mais plus jamais, j'ai même on me propose 10 000 euros par jour demain, bon, 10 000 euros par jour peut-être. Ça Mais, fait pas mal quand même. mais après, c'est vraiment au cas par cas, que ce soit vous, ceux qui regardez et qui veulent faire ça, ou les entreprises qui vous proposent. Sélectionnez au cas par cas, essayez pas de faire un truc généraliste là-dessus, selon moi. Tu vois, peut-être une question un peu pareille sur ton expérience. Toi, quelle a été la mission que tu as le plus appréciée au niveau d'accompagner un client? Qu'est-ce qui t'a le plus, à la fois apprécié et peut-être aussi challengé? Je pense que les 2 vont ensemble. Hmm. Il y en a plusieurs parce qu'en fait, il y a des trucs que j'ai appréciés chez certains, des trucs chez d'autres. Une mission que j'ai énormément appréciée parce que j'ai développé une très belle amitié avec la CMO de cette boîte qui est incroyable. C'était care.fr, qui est genre le premier site de téléconsultation en France. Et c'était plein Covid en plus. Donc les chiffres explosaient, venaient de se faire racheter par Elfiro, qui est la plus grosse en Europe. Et Anne-Cécile Gallois, qui est un cerveau incroyable à Paris. On est devenus très bons amis et puis on a fait beaucoup de trucs ensemble et on a fait les teams acquisition pour démarrer parce que c'est plus facile de commencer par de l'acquis. Et ensuite, on a fait les teams rétention, on a déballé du lourd et puis elle nous a ouvert toutes les portes. Donc quand t'es growth et que t'as une team qui a faim, avec une mission qui est belle, parce que c'est une belle mission ce qu'ils font, et une CMO qui t'ouvre les portes parce qu'elle sait et qu'elle croit en toi, je trouve que c'est des très très belles missions. Mais j'en ai eu d'autres qui étaient aussi belles, mais en fait, c'est pas pas la même logistique. Les premières étaient superbes aussi. On en a eu des très bonnes, on a eu des plus chiantes. Je pense que tu retires des trucs à chacune des missions que tu fais si jamais tu sais bien les retirer, quoi. Ouais. Est-ce que toi, il y a des problématiques que tu as souvent vues revenir, chez les clients que tu as accompagnés? Par exemple, quand tu étais chez GrowTribe, le fait que tu en aies vu beaucoup, peut-être des pain points, des problèmes récurrents que tu vois souvent arriver? Mmh. Les problèmes récurrents qu'on voit souvent arriver, c'est le numéro un, ça reste les métriques. Les gens se concentrent pas sur les bons métriques, c'est beaucoup du vanity métrique.
Ok, ouais. Donc les métriques qu'on leur donne parce que leur manager leur a donné, parce que leur manager leur a donné, ça vient aussi du silotage de la data en général, ça. C'est parce que du coup, tu veux juste faire ton métrique. Parce qu'en fait, tu vois pas où est-ce que partent les leads ou etc. si tu es en haut de funnel. Donc en général, le silotage de la data fait que le head of marketing, le directeur marketing veut que son métrique soit good, mais derrière, si tu envoies des leads de merde, bah, ça change rien. Donc je pense qu'un des plus gros problèmes, c'est regarder qu'est-ce qu'ils suivent en termes de métriques. Et il arrive très souvent qu'ils en suivent beaucoup trop. Tu vois, j'ai regardé l'interview avec Quentin, c'est ce qu'il disait aussi. Je suis complètement d'accord à 300% avec lui. Ils ont des dashboards de 25 métriques sur une équipe de 5 personnes. Comment tu vas faire pour faire ça, j'en sais rien. Donc, se focaliser sur les bons métriques, selon ce que t'es. Parler entre les différents métriques, donc le silotage. Encore une fois, ça sert des plus gros trucs. Et les gens pensent que c'est qu'en corpo, c'est totalement faux. Mais tu vois, je me dis, en tant que gros advisor, comment est-ce que tu fais justement pour favoriser Ah bah, les- c'est des questions toutes simples. Tu vois, tu arrives et tu dis, OK, t'as combien de trafic? Très bien. Sur le trafic, t'as combien de gens qui convertissent? Très bien. C'est combien de gens qui convertissent en sales par rapport à cette source, par exemple? Donc, OK, t'as 7 canaux d'acquisition. T'as autant de sales. Bon, bah, tu sais ton conversion rate. OK, mais alors, je vais te poser une question un peu plus précise. Sur tes Facebook Ads, qui est un des 7 canaux, combien là, t'as de sales sur ce canal en particulier? Là, tu vois direct si la data, elle se casse dans le funnel ou pas. Parce qu'ils vont dire, ah, ça, on sait pas trop par contre. Donc, on sait, non, mais Facebook Ads, c'est là où on a le plus, parce que c'est là où on a le plus gros conversion rate. Ouais, ok, très bien, mais tu peux avoir 3 leads de Reddit et 150 de Facebook Ads. Si les 3 elles convertissent de Reddit et que tu n'en as qu'une qui convertisse Facebook Ads, Reddit est quand même le mieux. Donc, tu auras le meilleur conversion rate aussi sur Reddit. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais dans le sens où tu vois directement si la donnée elle est cassée dans leur funnel. S'ils n'arrivent pas à voir ce genre de choses, c'est-à-dire l'utilisateur dès le début, dès qu'il passe dans la phase d'activation, a un ID sur sa personne et du coup, on peut regarder directement tout son comportement. Et dépendamment des boîtes, hein. Si c'est du e-commerce, c'est de l'achat en amont et puis ensuite de la rétention. Si jamais c'est du produit type SaaS, ça va être de la rétention et ensuite de l'achat ou bien de la souscription. Mais s'ils n'arrivent pas à voir ça dans l'entièreté des 5 ou 6 métriques, dépendamment de comment tu fais ton funnel, l'entièreté d'un parcours utilisateur, c'est qu'il y a un gros problème au niveau métrique. Et du coup, toi, en tant que gros advisor, tu vas parler aussi parfois aux équipes commerciales et ouais. Ah ben, il faut absolument que les gens soient au courant. En général, quand on faisait ça chez Grosstrave, on faisait d'abord ce training-là et on incitait les stakeholders de chaque grosse équipe. Si on commence par l'équipe marketing, qui était souvent le cas, parce qu'ils préfèrent par commencer par ça, il y a moins de risques. Bien sûr qu'on va voir l'équipe produit, les devs, les produits et aussi du coup les sales pour leur dire écoutez, on va faire des expérimentations là-dessus, et du coup vous allez avoir des leads un peu plus bizarres ou bien qui vont arriver d'une manière différente que d'habitude. Et du coup, tu dois faire ça. Ensuite, tu as d'autres produits. Care.fr, par exemple, c'est médical. Donc, tu as 500 000 trucs légaux que tu peux faire ou pas faire. Ouais. Le premier truc qu'on a fait, c'est faire un meeting avec l'équipe légale. Ok, on va casser un peu des portes. Le growth, c'est un peu quick and dirty, comme beaucoup des expérimentations que tu fais. Donc, forcément, il faut que tu parles un peu aux autres gens. Et c'est super important. Et d'ailleurs, je pense que c'est super bien parce que du coup, c'est pour ça que les équipes sont souvent cross-fonctionnelles. Tu vas avoir un sales, etc. Donc, oui, tu leur parles bien évidemment. Ok, bah, hyper intéressant. On va arriver à la fin de cette grosse keynote, mais j'ai encore quelques questions, Jean. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que c'est des questions un peu sur le futur. L'idée, c'est plus d'avoir juste ton point de vue à toi et voir aussi un petit peu peut-être ce qui te drive. On pose ces quelques questions à tous nos interviewés. Quelles sont, selon toi, les compétences qui vont être les plus importantes dans les années à venir pour justement toutes les personnes qui vont travailler dans les teams grosses? Tu m'aurais posé la question à 5 ans, je t'aurais dit un petit peu de code. Mais je t'aurais quand même dit même du code un petit peu. Alors, je pense que les compétences analytiques sont incroyablement importantes. Savoir regarder de la donnée, puis savoir surtout la rendre lisible sur d'autres personnes qui savent pas la regarder. Ouais. Super important pour regarder où sont les bottlenecks, les trous dans la raquette, etc. Je pense que les compétences logiques sont importantes, quoi qu'il arrive, surtout dans le monde d'intelligence artificielle dans lequel on arrive. Les gens qui savent gérer tout ce qui est AI aujourd'hui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu plus rapidement que les autres, qui savent bien s'en servir, qui savent écrire les bons trucs devant une intelligence artificielle.
Et je pense que ce soit dans les équipes growth, dans n'importe quelle équipe, que ce soit il y a 50 ans, que ce soit dans 300 ans, tout ce qui est psychologie comportementale, c'est un des meilleurs Ouais. skills que tu peux avoir en général dans la vie. Connaître les principes de persuasion, connaître comment est-ce que le cerveau humain fonctionne, que ce soit en B2B, en B2C, en n'importe quelle industrie, c'est des choses qui sont importantes. Et pour moi, bon, c'est forcément un truc dans lequel je suis amoureux parce que c'est ma carrière, mais je pense que c'est important dans n'importe quelle métrique, donc c'est toujours des bons skills à avoir, c'est pas mauvais en copie, quoi. Ouais. La copie, c'est un truc qu'on utilisera toujours en tant qu'humain. C'est un des premiers trucs que les gens regardent quand ils arrivent sur un site, sur un produit, sur un truc d'onboarding, sur un truc, un email. Donc, savoir bien écrire pour tes personas, pour moi, c'est un des Graals. Et surtout, c'est de la psychologie comportementale aussi, hein, ça se rapproche. Mais ouais, logique, analytique et psychologie comportementale, pour moi, c'est des skills trop importants, quoi. Peut-être une autre question, mais je pense qu'il s'en rapproche quand même. Mais pareil, selon toi, comment le growth va évoluer dans les années à venir? Sachant que bon, que ça bouge pas mal, mais Je saurais dire. Alors, on te remontrera pas l'interview dans 5 ans, hein, t'inquiète. la regarderai. Je pense que ça évolue dans le très bon sens depuis déjà 10 ans. Dans le sens où c'est parti de... Avant, un growth hacker qui savait pas coder, c'était pas un growth hacker. Et c'était très acquis, justement. On essayait de trouver la petite bête, le truc qui va faire le growth hack. Mais pour moi, un growth hack, ça n'existe pas, quoi. C'est une tactique qui a bien marché. Et c'est une tactique sur laquelle tu es arrivé à doubler, à tripler, à quadrupler l'effort que tu as fait avec très peu de ressources. Et du coup, c'est juste une bonne tactique. Donc pour moi, le growth a déjà évolué dans le bon sens et il continue d'évoluer dans ce sens-là, qui est pas growth hacking, quoi, qui veut rien dire, qui est growth. Ça veut dire qu'en fait, c'est une équipe qui, est concentrée à tous les moments de leur carrière sur qu'est-ce que veut l'utilisateur, qu'est-ce que veut le client, et comment est-ce que je fais pour les rendre plus heureux, et surtout, enfin voilà, leur donner la valeur qu'ils cherchent dans notre produit, dans notre service. Et du coup, je pense que la manière dont le growth évolue, c'est de par des process. Maintenant, une équipe growth, c'est une équipe qui est très processée, mais qui va très vite, de par les process. Ce qui est un peu paradoxal quand tu l'entends, mais c'est vrai. Avoir un bon process growth, c'est ce qui fait que tu vas exécuter très rapidement, surtout pouvoir récupérer la donnée. Parce que le problème d'exécuter très rapidement, en général, c'est que tu traques mal. Voilà. Les bonnes équipes growth aujourd'hui, c'est des teams qui sont très bien organisées, qui savent quand elles doivent faire un meeting et quand elles doivent pas le faire, quand elles savent bosser de manière asynchrone, récupérer la bonne donnée et exécuter très rapide. Donc pour moi, ça évolue dans le bon sens en ce moment. C'est oui, on n'est pas une team de gars ou de meufs avec des pulls à capuche et des figurines Star Wars qui veulent, tu vois, le vieux cliché, tu vois, Silicon Valley. Non, on est une team de gens qui exécutent très vite parce qu'on a un process simple, on sait vers quoi on va et on étudie les bons métriques. Donc pour moi, ça évolue dans le bon sens. Et ce sera ça une bonne team growth dans 5 ans et dans 10 ans. Pour moi, ça l'était déjà il y a 10 ans, c'est juste que ça existait très peu. Peut-être une dernière question, pareil, qu'on pose à tous nos invités. Mais qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans Grosse? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça et c'est pas autre chose? Tu disais qu'avant, tu venais de la pub. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait rester dans le Gros et qui fait La, qu'aujourd'hui, tu aimes encore? la pluridisciplinarité, le fait qu'on bosse, enfin le fait que ce soit des équipes cross-fonctionnelles, le fait que tu puisses bouger d'une industrie à une autre très rapidement. Donc en fait, tout ce qui est pluralité dans le métier qu'on fait, que ce soit dans les outils, que ce soit dans les gens avec qui tu bosses, que ce soit dans les industries dans lesquelles tu peux bosser, que ce soit le fait que tout évolue très vite. Donc le fait que tout change très vite. J'ai pas eu une semaine similaire à l'autre depuis 7 ans maintenant. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur truc du golf, quoi. C'est que c'est jamais routinier. Ce qui peut être très bien pour plein de gens. Et il y a d'autres gens qui veulent un truc qui soit plus... vas-y, je sais absolument pas ce que je ferai dans 3 semaines et c'est très bien comme ça. Donc, si vous aimez bien les environnements qui changent souvent, c'est une bonne piste de carrière, je pense. Bah, je pense que c'est une bonne note pour finir cette grosse keynote. Peut-être juste avant de finir, Jean, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent te suivre, voir un petit peu tes actualités ou même faire appel à tes conseils en tant que gros advisor, est-ce qu'il y a un réseau sur lequel tu es particulièrement présent et sur lequel ils pourraient facilement te trouver? Ouais. Alors avant, c'était beaucoup de Twitter avec le Web3, mais maintenant, je suis revenu sur LinkedIn. Je commence à poster un peu plus. On a créé une nouvelle newsletter là, qui sort en septembre. Je vous en parlerai sur mon LinkedIn si jamais vous me suivez. Donc LinkedIn en particulier, hein, Jean Bonenfant ou Growth Hacking Speaker, si vous mettez l'URL direct. Ouais, plus du LinkedIn. De toute façon, la team Trazy poste beaucoup en ce moment, donc c'est ça. Juste
parce que tu as dit si jamais vous voulez prendre Jean en Growth Advisor, Ouais. j'ai plus de place pour les 6 prochains mois. Donc, vous pouvez m'envoyer un message, mais je vous préviens à l'avance, peut-être chercher quelqu'un d'autre. Pour les 6 prochains mois, c'est mort. Mais oui, venez me voir sur LinkedIn, il n'y a aucun problème. Je suis OK à parler. J'ai plus d'assistant, donc c'est moi qui réponds à mes messages. Ce sera moi au bout du truc. Bah, en tout cas, un grand merci Jean d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui, de nous parler un peu de ton parcours, mais aussi de ta vision que tu peux avoir à travers le Growth et l'advisoring. Un grand merci d'avoir regardé cet épisode dans son intégralité. Au total, on a interviewé plus de 40 experts dans le Growth, donc si tu as aimé, je t'invite à liker, mais également à t'abonner pour ne pas louper les prochaines interviews. Également, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'inscrire au Growth Event. Les places sont 100% gratuites, mais en quantité limitée, donc faut en prendre dès maintenant si tu veux être sûr d'en avoir encore de disponibles. Et pour t'inscrire, rien de plus simple, tu tapes Growth Event sur Google, tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton nom, prénom, adresse mail et le tour est joué, tu as réservé ta place pour l'édition 2024. En attendant, je te dis rendez-vous au prochain épisode. À très vite, à bientôt.